Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette visioconférence où on va parler de violences policières aujourd'hui. Donc, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne Résistons pour nos libertés ensemble contre la haine et l'exclusion, donc organisée par Picardie Laïque. Donc, Picardie Laïque, c'est une des 7 régionales du Centre d'action laïque. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Khaled Boutafala. Bonjour Khaled. Bonjour. Vous êtes directeur d'Atmosphère, donc une AMO à Schaerbeek. Il s'agit donc d'accompagnement social et communautaire auprès de jeunes. Vous êtes travailleur social depuis 20 ans et vous êtes également membre de la commission jeunesse de la Ligue des droits humains. Et en 2009, vous avez été victime de violences policières. Si je ne me trompe, le traitement judiciaire est toujours en cours. Oui, parfaitement. J'ai également le plaisir d'accueillir Vincent Seron. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, vous êtes professeur à la faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie à l'Université de Liège. Vous êtes l'un des membres fondateurs du Centre d'études sur la police et vos travaux de recherche portent notamment sur le secteur de la police et les politiques de sécurité. Vous êtes également responsable académique du certificat universitaire criminologie et police, au sein duquel il est notamment abordé l'histoire des services de police ainsi que le rapport de la police aux médias et aux nouvelles technologies. J'en profite également pour remercier Mathieu Beyss, donc juriste et auteur de l'ouvrage « Quel droit face à la police ». On le connaît bien et il nous a aidé à préparer cet entretien. Donc, merci Mathieu. L'actualité de ces dernières années a malheureusement largement alimenté les débats sur le thème des violences policières. Donc, avec de nombreuses affaires sur lesquelles il est légitime de s'interroger. Donc, il y a notamment les décès de Joseph Chovanec, Maouda, Adil, Mehdi, Lamine et d'autres. Alors, aujourd'hui, l'intention, ce n'est pas de renforcer les clivages de part et d'autre, mais plutôt d'avancer dans la compréhension de tout ça et de voir comment on peut agir pour les droits et les libertés de chacun. Donc, on va essayer de mieux comprendre le terme violence policière et d'analyser tant que possible donc les causes sociologiques et structurelles et aussi le traitement judiciaire et politique qui en est fait. Alors, je vous propose tous les deux de commencer par s'accorder sur une définition de ce que sont plutôt les violences policières. Alors, le comité P, qui est le comité permanent de contrôle des services de police, donc une institution publique, définit les violences policières comme si, donc je vais lire, les menaces, la privation de liberté arbitraire, les violences contre les personnes ou les biens, la torture, le traitement inhumain, le traitement dégradant, le harcèlement, l'abus de pouvoir, le comportement ou l'attitude agressive et l'intimidation. Alors, est-ce que cette définition vous convient? Est-ce qu'elle paraît pertinente ou est-ce que vous souhaitez la compléter éventuellement? Je ne sais pas qui prend la parole, mais je peux rebondir. C'est une définition qui est maximaliste, donc qui englobe quand même pas mal de comportements. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas réduire la violence policière à un usage abusif de la contrainte physique. Et c'est l'avantage d'avoir une définition beaucoup plus large, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas restreint par un scope très, très étroit et qui, à un moment donné, exclurait de facto certains comportements qui pourraient pourtant être considérés comme étant de la violence policière. Donc, je pense que c'est important de pouvoir considérer, peut-être encore plus qu'aujourd'hui, que la violence policière, ce n'est pas uniquement des coups et des blessures qui seraient portés par les policiers à l'encontre de citoyens. Juste rajouter, c'est vrai qu'on parle de violence policière, mais la violence, elle est prévue par la loi sur la fonction de police, d'une certaine manière. Il y a des règles bien précises, donc il faut vraiment toujours parler de violence policière illégitime, parce que sinon, voilà, on n'est pas dans la bonne sémantique et ça risque de poser problème dans la compréhension dans le futur. Donc c'est vraiment toujours de bien définir que c'est une violence policière illégitime. Ok. Et parfois, dans les ressentis qui sont exprimés par les personnes qui s'estiment victimes, on parle aussi de la manière, en tout cas le rapport entre la police et les jeunes, par exemple, où le tutoiement est régulièrement utilisé.
Est-ce que, par exemple, ce genre de fait-là, est-ce que ça peut être considéré comme une violence policière illégitime ou plutôt une manière inadéquate de fonctionner? Khaled, peut-être? Ouais. Ben, c'est un des moments qui est que les jeunes utilisent pour dire qu'il y a eu un souci dans le lien entre le jeune et la police dans sa relation à ce moment-là. Donc le tutoiement, c'est aussi quelque chose qui a fait l'objet de discussions lors de commissions au Parlement bruxellois sur la question de la relation entre la police et les citoyens. Et une des demandes, c'est justement de former les policiers sur des questions de politesse. Je sais que les syndicats se sont opposés, j'ai lu ça ce matin, se sont opposés à cette demande, mais c'est vrai que c'est des fois des sources de tension et le fait que les gens ne se connaissent pas fait que ça peut très vite crisper les relations, surtout s'il y a eu un passé négatif et surtout si on n'a pas du tout confiance dans l'autorité qui est face à vous et donc à ce moment-là, des tensions peuvent naître. Okay. Comment est-ce qu'on peut tenter d'objectiver donc la situation des violences policières illégitimes? Est-ce qu'on peut récolter des données fiables quelque part et est-ce que le nombre de plaintes ou la qualité de ces plaintes permettent d'avoir une vue objective sur ces faits? Vincent? Oui, alors c'est un gros problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on a des données qui sont objectives par rapport au phénomène? Clairement, je ne pense pas. C'est un peu le propre de la question du chiffre noir en criminologie, en sciences sociales de manière plus générale. Aujourd'hui, les données qu'on a officielles, en tout cas à notre disposition, sont principalement issues des rapports du comité paix. Le comité paix qui ne prend pas en considération les autres formes de plaintes qui peuvent être portées notamment à la connaissance de l'autre organe de contrôle qu'est l'inspection générale. Donc, il y a déjà, je dirais, un problème d'intégration de données manquantes dans ces données statistiques. Et par ailleurs, il faut bien rappeler que j'ai peut-être aussi toute une série de comportements qui ont été, dont les citoyens ont été victimes, mais qui n'ont pas été portés à la connaissance des autorités judiciaires et policières, parce que soit les citoyens n'ont pas forcément connaissance, je pense que c'est encore bien le cas à l'heure actuelle de ces organes de contrôle, de cette possibilité à un moment donné de contester un comportement policier. Et par ailleurs, parmi les personnes qui ont connaissance de ces institutions, une série d'entre elles se disent « ça ne sert à rien ». Pourquoi à un moment donné aller porter plainte pour avoir un dossier classé sans suite et in fine, quelque part perdre son temps. Et donc, on se retrouve finalement avec des données qui peuvent être en partie lacunaires. Et donc, aujourd'hui, les données dont on dispose ne reflètent certainement pas la réalité. Et c'est vrai qu'il y a eu une mise en place de données parallèles, entre guillemets, notamment avec la création de l'Observatoire des violences policières, qui permet un peu, je dirais, d'avoir d'autres sources et d'avoir une objectivation peut-être un peu plus importante de la situation. Mais ça reste aujourd'hui, pour moi, un réel problème de pouvoir clairement quantifier le nombre de violences policières. J'imagine qu'au sein de la Ligue des droits humains, on fait naturellement le même constat, Khaled. Oui, tout à fait. Je pense que ce que M. Seron vient de dire est totalement vrai. Il y a vraiment une absence de statistiques fiables sur cette problématique-là. Et notamment, surtout lorsqu'on parle de profilage ethnique, ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a eu des études là-dessus qui ont été faites, notamment par la Ligue des droits humains et Amnesty International. Et donc, c'est une demande qui est faite chaque année pour obtenir des statistiques parce que voilà, il y a aussi les plaintes qui sont faites au niveau du contrôle interne. Il y a énormément de lieux où les personnes peuvent porter plainte simplement chez le bourgmestre en tant que chef de corps, chef du conseil de police. Donc voilà, il y a plein d'endroits où on peut aller porter plainte et c'est vrai qu'il n'y a pas de données fiables et complètes sur ces questions-là. Et du coup, Vincent, vous faisiez état du fait que c'est difficile parfois pour une personne déjà de savoir où est-ce qu'elle peut déposer sa plainte, mais de la difficulté à faire reconnaître cette plainte. Donc, le sociologue Fabien Jobard écrivait dans son ouvrage Sociologie de la police que selon lui, trois conditions sont
apparemment indispensable pour faire reconnaître une plainte. Donc, je le cite, c'est l'aspect exorbitant de cette violence, la preuve matérielle et la virginité pénale de la victime et des témoins. Donc, dans les faits, est-ce qu'on confirme ceci? Donc, cette difficulté, si on n'a pas ces trois éléments-là à faire valoir, à faire reconnaître une plainte, et du coup, à partir du moment où on intègre éventuellement ces trois faits, est-ce que ce n'est pas décourageant pour la victime de faire la démarche d'aller porter plainte? Je pense que pour la victime, être à nouveau confronté au système qui a engendré lui-même des faits victimaires est quelque chose de très difficile à vivre. Donc, c'est une démarche qui n'est certainement pas simple et raison pour laquelle certaines personnes rebutent à passer le cap, tout comme c'est le cas par rapport à d'autres types d'infractions. On sait qu'en matière de délinquance sexuelle, par exemple, il y a une certaine forme de honte à aller porter plainte et dès lors, on alimente aussi le chiffre noir. Et donc, toute proportion gardée dans un contexte différent, on peut aussi considérer que ça peut être le cas par rapport aux violences policières, d'autant plus que vous allez porter plainte par rapport à un comportement policier et vous êtes en face de collègues policiers. Et donc, la donne est un petit peu, comment dire, parasitée et on peut vite avoir l'impression que c'est un peu un combat entre le pot de terre contre le pot de fer. Et effectivement, je veux dire, même s'il n'y a pas de données de recherche appliquées à la question en Belgique, les résultats des recherches de Fabien Gebard pourraient tout à fait être transposables. Si vous n'avez pas suffisamment de preuves, je veux dire, ça peut être vite balayé d'un revers de la main. Et si vous avez un profil, je veux dire, avec des antécédents judiciaires, c'est pas bon signe. D'aucuns diront il n'y a pas de fumée sans feu et que dès lors, il y a une part de responsabilité dans le chef de la personne qui vient porter plainte. Et donc, on est vite dans un engrenage où on se retrouve finalement très démuni. En tout cas, on peut se retrouver très démuni en tant que personne présumée victime face à un système qui est beaucoup plus grand et qui s'intègre, comme je l'ai dit, dans le corpus policier. Comment ça se passe, Khaled? Est-ce que c'est simple, du coup, comme on le disait ici, de s'adresser à des policiers pour porter plainte contre des violences policières illégitimes? Comment elle est vécue, cette démarche-là? C'est très compliqué, donc il faut déjà, on a déjà dit, il y a toute une série de difficultés, déjà savoir auprès de qui on peut aller porter plainte. Si on doit aller porter plainte dans un commissariat, mais il faut déjà oser le faire, comme on vient de le dire. Et puis, il arrive très souvent que les gens sont pas pris à partie, mais en tout cas, on va réussir à faire en sorte qu'elles ne portent pas plainte. On va trouver toute une série de subterfuges en disant il faut attendre, on les fait patienter. Moi, j'ai déjà eu des situations où on dit mais voilà, on ne prend pas la plainte contre un collègue. Voilà, et quand vous êtes seul face à un policier, vous écoutez ce qu'il dit. À la limite, vous ne voulez pas encore une deuxième confrontation, donc vous partez et vous demandez rien d'autre, quoi. Et si vous n'avez pas, une capacité, en tout cas morale, de pouvoir continuer, si vous n'avez pas un entourage ou en tout cas un réseau de connaissances qui vous permet de vous soutenir et de vous aider, c'est très compliqué. Et j'aimerais juste revenir par rapport à ce que vient de dire M. Seron, le fait de se dire, mais si j'ai un mauvais pédigré, on va dire, automatiquement ma parole est faussée. C'est toujours assez hallucinant de s'imaginer ça en tant que victime, de se dire, mais peut-être que c'est pas parce que j'ai un casier, entre guillemets, que je suis une mauvaise personne ou que le comportement en face de moi, il est légitime. Et donc, c'est vrai qu'une justice se doit d'être neutre et de pouvoir juger en fonction des situations et des moments où se déroule la situation. Parce que, imaginons la personne qui est menottée, même si elle vient de commettre un braquage, mais elle est menottée, elle est déjà arrêtée. C'est pas au policier à se faire justice, à la limite, parce qu'il a dû courir derrière le jeune et qu'il se venge d'une certaine manière de l'avoir fait transpirer. Et c'est là, des fois, qu'est le souci, c'est que cette violence, elle devient disproportionnée et elle dépasse tout entendement. Et voilà, les choses se savent dans l'entourage. Il y a des témoins qui voient ça, mais il y a des fois des témoins qui ne veulent pas intervenir parce qu'ils ont des craintes aussi. Donc, c'est très compliqué. Et il ne faut pas se leurrer, la parole d'un jeune, même s'il a un casier vierge par rapport à un policier, c'est toujours compliqué.
si vous n'avez pas des preuves, et on l'a déjà vu dans pas mal de situations, même quand il y a des preuves, des fois elles sont discréditées, comme on a dit aussi, comme a dit M. Seron, par rapport au fait que les personnes ne sont pas dignes de confiance parce qu'elles connaissent peut-être la personne incriminée. Et donc ça, c'est aussi un écueil qui est compliqué. Et donc voilà, tous ces éléments mis les uns aux autres rendent la situation de la victime compliquée. Dans son rapport de juin 2020, donc l'Observatoire des violences policières, donc Police Watch, donc le rapport s'appelle « Abus policiers dans le cadre du confinement », établissait le fait d'être issu d'une minorité, donc être perçu comme étranger ou perçu comme pauvre, etc., a accentué le fait d'être victime de violences policières illégitimes. En tout cas, c'était le ressenti des personnes qui ont témoigné pour réaliser ce rapport. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut tenter d'objectiver d'une autre manière ou en tout cas, est-ce que ça se confirme sur le terrain? Comment on peut essayer de percevoir ça? Pour moi, je vais peut-être répondre pour Bruxelles, mais c'est vrai que ma vision, elle est biaisée parce qu'elle est située exclusivement sur Bruxelles et donc je ne vois pas ce qui se passe peut-être à Tournai ou dans d'autres endroits où, voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que les jeunes que moi je rencontre mettent ce profil-là en avant en ne sachant pas dire si c'est un problème de racisme à leur égard ou si c'est un problème de manque de connaissances, de problème relationnel. En disant, mais voilà, ils savent pas comment gérer, entre guillemets, les questions interculturelles. Ils savent pas comment nous parler. C'est des néerlandophones et donc leur accent peut être perçu comme agressif. Donc, il y a énormément de choses et c'est très difficile de pouvoir. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a ce sentiment de la part des gens. Donc, ce sentiment est là. Et donc, il faut pouvoir essayer de casser cette idée. Et la meilleure des manières, c'est une meilleure connaissance les uns des autres et dans le respect des uns et des autres. Et c'est là que c'est compliqué. Vous avez quelquefois des chefs de zone qui mettent en place des projets justement pour aller à la rencontre des citoyens et de discuter avec eux. Mais c'est quasi tout le temps les mêmes chefs de zone. Et puis les policiers qui y vont, ce n'est pas nécessairement les policiers qui sont sur le terrain et qui sont d'une certaine manière agressifs. Et donc c'est de nouveau là, c'est une question qui est très compliquée parce qu'elle dépend vraiment de personnes. Vincent, peut-être? Oui, pour rebondir sur ce que M. Boutafala disait, je trouve que c'est un constat qui est intéressant et qui, en fait, qui perdure depuis des décennies. Hein. Si on prend un peu un prisme historique et qu'on se remémore les premiers travaux de sociologie policière dans les années 50 aux États-Unis, hein, la première thèse de sociologie sur la police qui a été consacrée d'ailleurs, et c'est révélateur, à la violence policière. Les conclusions du chercheur en question, qui était Wesley, disait que finalement, il y avait davantage de violences policières dans les cas de figure où il y avait une relation plus ou moins tendue selon les composantes de la population. Et il expliquait que par une sorte de symétrie, les policiers de l'époque éprouvaient le besoin de se faire craindre des catégories qui les semblaient à la fois les moins respectables, mais également les plus hostiles, donc les habitants des taudis, les noirs, les délinquants, et à l'égard desquels ils n'hésitaient pas à user de la force. Et donc c'est un constat, certes dans un contexte différent des années 50, mais on a parfois quand même l'impression que ce constat perdure au fil des ans et qu'il transcende un peu les frontières, qu'on retrouve aussi en Europe, qu'on a pu le constater quand même dans une série de cas de figure au cours des derniers mois et des dernières années. Et je pense que la question de la méconnaissance de la population, hein, comme M. Boutafala vient de l'indiquer, est un élément essentiel. La police, hein, en termes de traits de culture policière, est un organe assez fermé, notamment assez secret, parce qu'il y a une part de secret qui guide un peu le travail policier en matière de police judiciaire notamment, et une sorte de méfiance qui s'est instaurée culturellement parlant, hein, je pense, et la majorité des travaux en la matière le démontrent, une sorte de méfiance vis-à-vis de la population, et qui dit méfiance, dit évidemment manque de confiance, avec à la clé une tendance à un petit peu, je veux dire, se mettre à distance de la population. Et forcément, cette mise à distance, elle n'est pas positive dans l'approche qu'on peut avoir des citoyens, en tout cas d'une partie des citoyens, et elle peut vite engendrer des relations de tension. Et je trouve que c'est un peu paradoxal à la fois de prôner dans le discours le concept de police de proximité avec une ouverture vers la communauté ou les communautés, et
in fine, avoir finalement une intégration quand même minimaliste, en tout cas dans certaines zones, de ce concept de police de proximité et d'ouverture à la population. Et je pense que c'est en travaillant davantage sur cette politique d'ouverture et de prise en compte de cultures au pluriel différentes, on parviendrait quand même à avoir un dialogue beaucoup plus constructif sans recourir à une contrainte, et encore moins à une contrainte illégitime. Mais si je ne m'abuse, cette notion de police plus proche des communautés est souvent citée comme l'une des solutions possibles pour tenter de diminuer les tensions. Est-ce qu'il y a des expériences qui ont été faites en Belgique ou ailleurs et qui valideraient un petit peu cette manière-là de fonctionner? Oui, je sais que la zone de police, c'est Bruxelles-Nord, hein, si je ne dis pas de bêtises, a un peu donc, opté pour ce type d'approche et a notamment donc, fait l'objet d'une recherche par UNIA avec l'Institut national de criminalistique et de criminologie pour voir si justement il y avait donc une série de discriminations qui pouvaient être constatées par rapport au travail policier. En d'autres termes, est-ce qu'il y a un processus de sélection policière? On voit que c'est le cas. Donc ce processus persiste quand même, même si la zone de police est dans une optique de favoriser justement donc l'évitement de ce type de pratique. Et donc, c'est clair que c'est un phénomène qui est encore peu répandu, hein, cette volonté d'avoir une ouverture, je veux dire, large vis-à-vis donc de publics divers. Mais ce n'est pas parce que ça n'existe pas qu'on doit évidemment considérer que c'est une situation qui doit rester telle qu'elle. Et donc, je pense que c'est un processus de changement des mentalités et que ce processus de changement des mentalités, il doit s'opérer dès l'entrée dans les écoles de police, où on doit mettre l'accent clairement sur cette volonté d'avoir une police plus proche du citoyen, et pas que dans le discours, mais vraiment dans les faits. La police, hein, on l'a rappelé tout à l'heure, et M. Boutafala le disait, elle peut user de la violence. Donc, ça fait partie de manière intrinsèque hein, de ses missions, mais évidemment, elle ne peut le faire que dans des conditions restrictives en termes de nécessité, de proportionnalité, de subsidiarité, et ce recours, il doit être finalement limité. Au final, toute une série de missions de police peuvent tout à fait se dérouler sans recourir à la contrainte, parce que la situation ne le nécessite pas. Et on a finalement une vision de la police qui reste quand même ancrée dans quelque chose de très répressif, je pense, à la fois dans le chef de nombreux policiers, mais également dans la vision qu'on peut avoir, nous, en tant que citoyens de la police, alors que je veux dire, la police, c'est aussi une institution qui peut s'insérer et qui doit, pour moi, s'insérer dans le champ de la prévention, du dialogue et dans la construction d'une relation de confiance entre la police et la population, une confiance verticale et une confiance aussi horizontale. Pour moi, c'est vraiment incontournable pour arriver à une situation qui serait nettement améliorée par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas dans certains contextes. Et Khaled, si je ne me trompe pas, dans l'AMO dans laquelle tu travailles, il y a un travail communautaire sur le rapport avec l'espace public et avec la police. Donc, je pense qu'il y a eu des rencontres entre les jeunes et la police. Est-ce qu'on voit du coup un changement dans les perceptions d'un côté et de l'autre? Est-ce que ça porte ses fruits, ce genre de rencontre? C'est compliqué de répondre à ça comme ça. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a fait un travail avec les jeunes. On a questionné les jeunes sur quelles étaient les questions qui les interpellaient le plus. Désolé, il y a un camion de pompier qui passe derrière. On leur a demandé qu'est-ce qui était important pour eux. Ils ont soulevé 4 thématiques: la liberté d'expression, l'école, la relation jeune et police, et liberté d'expression, et un quatrième qui m'échappe. Mais voilà, et le logement. Voilà, c'était les 4 thématiques qui étaient importantes pour eux. Et donc, on a abordé chacune des thématiques sous différents aspects. Donc, on a rencontré un commissaire sur la zone de police Nord, ici à Scarbeck, et 2 policiers. On a fait des joutes verbales avec les jeunes. Donc, ça a permis un peu de briser la glace par rapport au contact
avec un policier avec lequel ils avaient souvent des difficultés dans l'espace public, pas ce policier-là, mais le policier de manière générale. Et puis, on a organisé une rencontre dans nos bureaux où les jeunes ont pu poser toutes les questions qu'ils avaient à la police, au commissaire en question. Donc, il y a eu un échange qui s'est fait. Il y a une deuxième rencontre qui s'est faite au commissariat pour qu'ils puissent voir un peu comment se passe l'envers du décor, on va dire ça comme ça, pour ceux qui n'avaient jamais visité un commissariat, et donc pouvoir se rendre compte de la réalité des policiers. Et suite à ça, ils en ont fait un jeu, un quiz sur les droits des jeunes. Mais voilà, c'est resté à ce stade-là. Après, quand vous avez des réalités sur le terrain qui sont dures, ça casse, entre guillemets, le travail qui a été mis en place. Et donc, il y a un questionnement qui revient systématiquement, mais pourquoi ? Et puis, quelle place j'ai, quel droit? Est-ce que je suis un citoyen? Est-ce que j'ai les mêmes droits que tout le monde? Oui, mais dans les textes, il est marqué, mais dans la réalité, c'est totalement l'opposé. Et donc, c'est ce travail-là qui est difficile et dont il faut toujours essayer de garder à l'esprit que tous les policiers, et ça, vous l'avez très bien dit au départ, ne sont pas auteurs de violences policières illégitimes. C'est qu'une infime minorité. Et la question, c'est toujours de lutter, de défendre ses droits par rapport à cette infime minorité. Justement, par rapport au suivi de ces cas-là qui font du mal au sein de la population, ou en tout cas des rapports entre police et population. En 2017, le rapport du comité P mentionne que de 2013 à 2017, 94% des affaires qui concernent les violences policières sont classées sans suite. Alors, on a principalement des non-lieux de l'acquittement et des suspensions de prononcé. Le même rapport, donc le comité P dit en 2006 que les policiers ont 7 fois plus de suspensions de prononcé que les citoyens ordinaires. Alors, je ne suis pas spécialiste, donc j'ai été lire ce que c'était la suspension de prononcé. Donc, c'est le fait, et vous me corrigez, donc, que le juge estime que les faits sont établis et qu'il ne prononce pas de condamnation. C'est bien ça, en gros. Donc, il est noté dans le rapport, donc ouvrez les guillemets, près d'un fonctionnaire de police reconnu criminel sur 3 obtient une suspension et conserve un casier judiciaire vierge. Et donc, c'est à mettre en perspective avec le fait qu'en moyenne, c'est environ 5% de la population qui bénéficie de cette suspension de prononcé. Comment est-ce qu'on peut faire une lecture de ça? Est-ce qu'il y a un traitement de faveur, enfin, si on peut le nommer comme ça, ou comment on peut expliquer cette manière pourquoi les policiers font plus souvent l'objet de non-lieu, je veux dire, de suspension de prononcé ou autre? C'est pas évident de répondre à la question parce qu'on n'a pas accès aux données qui permettent à un moment donné de considérer pourquoi le juge du fond avait eu recours à cette suspension. Mais ça reste néanmoins interpellant si on compare ces données vis-à-vis de la population. Vous l'avez dit, la suspension du prononcé, c'est quand même une des sanctions les plus faibles, entre guillemets, au niveau de l'arsenal pénal, puisque il n'y a pas vraiment de suite. Il y a une inscription casier judiciaire, mais pas sur les extraits de la personne. C'est interpellant, notamment par rapport finalement au message qui est envoyé. Alors on pourra dire effectivement avoir une sanction pénale en tant que fonctionnaire de police, ça reste lourd de conséquences en termes d'image, mais in fine, en termes d'effet, il n'y a quand même pas grand-chose qui se fasse et la personne généralement conserve son emploi. Ce qui me gêne, c'est que dans une série de cas de figure, au final, on a une sanction pénale, mais qui n'est pas forcément suivie d'effet au niveau disciplinaire. Je pense que ça, c'est important de pouvoir avoir un message clair à partir du moment donné où pénalement on a été condamné, même à une suspension du prononcé de la condamnation. On devrait aussi avoir des conséquences d'un point de vue professionnel, surtout par rapport à un métier de policier dépositaire de la force publique. Et dans ce cas-là, on peut considérer quand même que les sanctions disciplinaires sont soit absentes, soit largement assez faibles plutôt, dans le cadre des poursuites qui ont été intentées par les autorités judiciaires. Alors, est-ce qu'il y a un traitement de faveur?
ça, c'est compliqué. Est-ce qu'on revient à la question qu'on évoquait tout à l'heure? Est-ce que si on n'a pas suffisamment de preuves en tant que victime, ben, on est vite finalement dans une situation où le dossier va être classé sans suite parce que, je veux dire, on n'a pas pu apporter la preuve en tant que victime et je sais que c'est parfois extrêmement compliqué et que dès lors, ben, on ouvre la porte finalement à un traitement, je dirais, qui est quelque peu différencié. Et pour les cas de figure où les preuves sont avérées, est-ce que le fait que la police appartienne à la même organisation, je dirais étatique, hein, entre guillemets, que la justice va engendrer un traitement, je dirais, quelque peu différent? C'est difficile de l'établir, mais c'est une question qui peut de toute façon être posée et qui a d'ailleurs déjà été soulevée par plusieurs acteurs, notamment dans le milieu associatif, se disant qu'un juge ne va pas forcément condamner sévèrement un policier parce que ce sont des acteurs qui travaillent souvent de concert. C'est compliqué de l'établir, mais en tout cas, c'est une réflexion qu'on peut mettre évidemment sur la table. Je partage tout à fait ce qui vient de dire. D'être dit, la question de la preuve, elle est essentielle. C'est quelque chose d'important. Donc, un bon dossier, entre guillemets, quelque chose d'important. Mais après, il y a la vision que la justice peut avoir de la supposée victime par rapport à un policier. Et là, je trouve que c'est très compliqué. Je pense que la justice, en tout cas le juge généralement, en tout cas c'est ma vision de terrain et de tout ce que j'ai pu constater, donne très souvent très peu de crédit à la parole des victimes par rapport à celle des policiers. Il ne faut pas oublier que généralement, il n'y a pas qu'un seul policier qui intervient. Et donc, ça pose la question des faux qui sont réalisés pour couvrir, entre guillemets, la violence du collègue. Donc, c'est des questions qui sont très délicates, pour lesquelles il est très difficile de parvenir à prouver autre chose que ce que dit le policier si vous n'avez pas de nouveau des images de caméras de surveillance flagrantes. Et encore, on va vous dire, on interprète les images de telle manière par rapport à une autre position, vous ne savez pas ce qui s'est passé avant, après. Et donc, c'est vraiment très compliqué. La justice, en fait, à mon sens, elle pêche et donc ça fait que ça crée un sentiment d'insécurité même auprès des jeunes. On l'a dit au tout début, je pense que M. Serron l'a dit, ce sentiment de, si on laisse faire, ça laisse un sentiment de toute puissance et donc ça n'aide pas à rétablir, entre guillemets, l'équilibre au niveau de la justice. Mais justement, c'était une question qu'on souhaitait poser, c'est quelle est l'interdépendance entre la justice et la police? Et on comprend la difficulté puisque c'est la police qui qualifie les faits et puis qui transmet à la justice. Mais enfin, si je me Pas trompe pas, spécifiquement les est-ce que ça policiers. peut fonctionner de cette manière-là quand ça concerne la police? Mais les policiers rédigent un rapport et c'est les juges qui décident de la qualification. Et donc, mais c'est compliqué parce que voilà, le rapport, c'est un élément important et donc il faut être certain lorsqu'on est auditionné de bien faire attention à ce qui est écrit et d'être sûr que ce qui est écrit, c'est vraiment ce qu'on a rapporté. Une virgule peut changer une phrase. Soyons clairs. Et donc, après, le juge va se baser au départ sur un écrit, sur un PV d'audition. Et donc, il faut vraiment bétonner cette partie-là, de dire aux gens, lisez bien vos documents avant de les signer, assurez-vous que c'est bien ce que vous avez dit pour essayer d'avancer au mieux dans la suite de la procédure. Oui, on l'a vu, hein, si on peut rebondir par rapport à la dernière affaire qui vient d'émailler la France, s'il n'y avait pas eu de caméra, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc, les rapports de police sont visiblement tous très clairs par rapport à la faute de la prétendue victime pour eux. Et donc, on se retrouve dans quelque chose qui devient extrêmement compliqué à détricoter, puisque chaque policier dit qu'il a respecté évidemment le cadre dans lequel il a œuvré et qu'au final, ils ont agi en utilisant de la force avec, je veux dire, parcimonie, enfin parcimonie, en tout cas avec proportionnalité par rapport aux faits qui ont été commis. Et sans ces images de surveillance, ça devient extrêmement
compliqué, voire impossible pour la personne de prouver qu'effectivement, elle n'avait pas du tout agressé les policiers et que son attitude n'avait pas engendré une réponse proportionnelle et nécessaire par rapport à cette menace. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les moyens mis à disposition du public, mais également des forces de police, peuvent aussi contribuer à diminuer. Alors, il n'y a pas de solution miracle, hein, entendons-nous bien. Il y aura toujours à un moment donné des contestations possibles par rapport à ces dispositifs technologiques, mais en tout cas, ils peuvent contribuer à avoir une vision un peu différenciée et peut-être apporter aussi davantage de preuves par rapport à des actes de recours à la contrainte disproportionnés. Et justement, on a entendu, c'est une proposition qui est récurrente, le fait d'avoir des caméras. Alors, de mon regard, j'ai le sentiment, peut-être naïf, que ça pourrait aider les deux parties en fait, à tenter d'objectiver des situations, tant pour la police que pour les victimes. Après, du côté des syndicats policiers, manifestement, ils sont frileux. Et je peux entendre le fait que d'avoir une surveillance supplémentaire d'un point de vue charge psychosociale pour le policier, c'est peut-être vécu comme ça, donc quelque chose de pas agréable. Mais j'ai le sentiment que ça pourrait quand même objectiver toute une série en tout cas participer à objectiver toute une série de situations, tant pour la police que pour les victimes. Oui. Est-ce qu'il y a des tests qui sont faits là-dessus ou pourquoi on s'opposerait à une solution entre guillemets comme celle-ci? Alors, votre question tombe bien parce que on vient de démarrer, moi et mon collègue Jeroen Maskelyk de la KU Leuven, une recherche à la demande du SPF intérieur sur l'utilisation des bodycams par la police intégrée. Donc, c'est une recherche qui vient de démarrer au mois d'octobre. Et l'objectif, c'est justement d'avoir un retour des policiers par rapport à l'utilisation qu'ils feraient d'une bodycam ou qu'ils font déjà d'une bodycam, qu'il s'agisse des services de police locaux ou fédéraux, puisqu'il y a déjà une partie de zone de police, et principalement dans le nord du pays, qui utilise ces bodycams, et dans le sud, Namur, par exemple, a implémenté une phase test de l'utilisation, et Liège l'a fait également pour son peloton anti-banditisme. Donc, sans présumer de ce qui va être dit, évidemment, dans le cadre de cette recherche, puisqu'on va démarrer prochainement la phase empirique, c'est clair qu'il y a une série d'hypothèses préalables qui peuvent se poser. Certains policiers sont, si on fait une analyse de la littérature, des expériences qui ont été menées à l'étranger, sont favorables à cette utilisation de la bodycam parce que justement, ça permet de prouver que le policier a agi correctement vis-à-vis du citoyen, donc de ne pas avoir un retour négatif quelque part par rapport à son intervention. Et donc, ça les conforte dans l'utilisation du dispositif. D'autres sont plus frileux parce que, in fine, à la clé, ils voient ce dispositif comme un moyen de contrôle supplémentaire. Et effectivement, vu comme ça, je veux dire, la volonté d'utiliser la bodycam est moindre et se pose aussi toute une série de questions techniques. À partir de quand doit-on enclencher cette bodycam? Est-ce qu'on enclenche dès l'intervention, donc mais l'intervention au sens large du terme, quand on monte dans son véhicule? Est-ce qu'on le fait quand on arrive sur les lieux de l'intervention, mais la caméra n'a pas toujours tout filmé? Quel dispositif technique va-t-on utiliser par rapport à l'angle de vue? Parce que vous avez des angles de vue qui sont différents en fonction du matériel. Et donc, on peut aussi occulter une partie de la scène qui peut profiter soit aux citoyens, soit aux policiers en fonction des circonstances. Et donc, il y a tout un débat derrière cette question. Et les zones de police, pour l'instant, n'ont pas encore sauté le pas parce qu'il faut régler effectivement à la fois des questions d'ordre technique de mise en place et puis voir quels services vont être également équipés de ce type de dispositif. Est-ce que uniquement de l'intervention? Est-ce qu'on peut le faire avec des personnes qui travaillent dans un commissariat, qui font du travail de quartier? Et en fonction des approches qu'on va avoir d'utilisation de cette bodycam, on aura évidemment des résultats qui seront différents.
Donc, mais je pense que ça peut en tout cas contribuer à un meilleur travail policier et à éviter, si bien utilisé, et ça je pense que c'est évidemment essentiel, à éviter certains comportements et une situation problématique. Khaled, tu penses que c'est quelque chose qui pourrait vraiment faire avancer je veux dire, ces situations de tension ou de violence, ou en tout cas de les objectiver et du coup de pouvoir mieux les traiter éventuellement? Je pense que oui, à partir du moment où on a le son et qu'on a toute la scène, ça peut être un des éléments, ça ne doit pas être le seul élément, mais ça doit être un des éléments. Et on l'a bien dit, hein, c'est à partir de quand on enclenche la caméra, c'est aussi une question essentielle. Est-ce qu'elle doit rester allumée tout le temps? C'est vraiment des questions essentielles. On a le cas aussi avec les caméras dans les commissariats, hein. Il y a des zones qui sont filmées, d'autres qui ne sont pas filmées. Et donc voilà, c'est toujours ce problème-là d'image. C'est très compliqué, mais en tout cas, ça peut, je pense, être une des solutions qu'il ne faut pas négliger. Ok. Alors, ces derniers jours, bon, en France, le sujet est pour le moins brûlant en ce moment, ces derniers jours, donc avec des faits qui sont ressortis. Le ministre de l'Intérieur, donc Gérald Darmanin, a reconnu plutôt timidement que partiellement il y avait un caractère structurel à ces violences policières illégitimes. Ces termes de structurels ou institutionnels font souvent débat. Est-ce qu'on peut les utiliser en Belgique? Est-ce que donc la manière de fonctionner de la police ou de ses contacts avec la justice, etc., produit un effet structurel ou institutionnel? Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? Ou est-ce que les mots ne sont pas appropriés? Je vais peut-être intervenir avec ma vision de terrain, avec ma casquette d'acteur de terrain. Je pense qu'on peut dire qu'elle est structurelle à partir du moment où les autorités ne réagissent pas et donc laissent faire. Et donc là, pour moi, ça pose question, à la fois au niveau de la hiérarchie, mais aussi au niveau de la justice. Donc, s'il y a un laxisme, on peut dire, à mon sens, qu'elle est structurelle. Et tant qu'on ne travaillera pas à tous les niveaux, on sera pour moi là-dedans. Est-ce que tu partages cette opinion, Vincent? Je pense que, est-ce qu'elle est structurelle d'un point de vue national? Je ne m'aventurerai pas dans ce terrain-là, pas par frilosité, mais à nouveau par manque d'objectivation de la situation. Si je dois faire une lecture scientifique de cette situation, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour prétendre que c'est une violence qu'on retrouve dans toutes les zones de police. Et je veux dire, j'ai l'habitude de côtoyer beaucoup de fonctionnaires de police dans le cadre d'enseignement de formation, et je sais que dans certaines zones, et sans être dans un regard naïf et angélique, je veux dire, il y a un traitement qui est tout à fait correct, et le recours à la contrainte n'est certainement pas démesuré. Donc, parler de violence institutionnelle, structurelle, en la qualifiant comme synonyme, finalement, ça se passe partout, tous les policiers sont comme ça. C'est un pas que je ne franchirai certainement pas. Par contre, je rejoins M. Boutafala dans sa vision de dire, au final, si on laisse les choses se passer et qu'on considère que dans les cas de figure où il y a eu violence policière, recours illégitime à la contrainte, on considère que ce n'est pas si grave que ça au point de ne pas sanctionner ou de sanctionner avec une peine non appropriée, c'est quelque part une sorte, à un moment donné, de cautionnement, en tout cas de minimisation, si on veut, de la situation. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit, à partir du moment donné où les faits sont avérés, qu'il y a des preuves d'un usage illégitime de la force, donner un signal clair. Pour moi, il est aussi inacceptable de porter des violences policières, des violences à l'égard de policiers simplement parce qu'ils sont des policiers, que de, en tant que fonctionnaire de police, utiliser sa contrainte physique auquel il a la possibilité de recourir, mais ici dans un cadre illégitime. Et je pense que si on laisse une option un peu floue de dire au final, il y aura impunité ou en tout cas des sanctions assez faibles, de facto, ça va être de nature à renforcer le recours, en tout cas
à ne pas vraiment l'éviter. Donc, je pense que politiquement, le signal doit être très clair. Les liens entre la police et politique sont très présents et je pense que le politique doit aussi, dans la situation, prendre ses responsabilités et faire en sorte que, certes, la police sert les intérêts du politique, mais ce n'est pas pour ça qu'elle doit se retrouver dans une situation d'impunité dans certains cas. Et donc, si on met, allez, entre guillemets, donc ces deux termes-là, mettons-les, je veux dire, sur le côté éventuellement, tout en percevant que, en effet, ce qui pêche peut-être, c'est la réponse politique à des faits qui sont reconnus. Enfin, on n'a pas une vue globale, mais ne fût-ce qu'en s'arrêtant sur les rapports du comité P, on a un certain nombre de faits qui sont relatés. J'ai parcouru ce rapport et j'étais étonné des précisions avec lesquelles les faits sont rapportés. En tout cas, une partie des faits sont rapportés. Et donc, quand bien même ce qui est reconnu comme étant des violences policières légitimes sont une petite partie des interventions de police et que la majorité des interventions de police se passent tout à fait correctement, est-ce que la réponse du politique est à la hauteur de ce que représente aux yeux du citoyen une violence policière illégitime? Est-ce que le politique a une réponse suffisante par rapport à ces faits? Ça dépend des cas de figure, mais je pense que si on prend un exemple très concret au niveau de l'affaire Chovanec, moi, j'ai quand même été très interpellé et étonné de la réaction du politique par rapport à cette affaire, sans préjuger des suites de l'enquête, etc. Mais de finalement se dire qu'on n'avait plus connaissance de cette affaire, qu'au final, il n'y avait rien de grave, hein, si on réduit un peu le propos qui s'était passé. Et moi, en tant que citoyen, j'étais choqué de ce positionnement parce que la vision qu'on a pu avoir des images des caméras était quand même assez stupéfiante. Alors, in fine, le dossier est en cours et on verra ce que la justice en fera. Mais de prime abord, on ne pouvait pas clairement se dire au final, on avait oublié cette affaire, alors que je veux dire, les faits sont quand même clairement établis et qu'on a des preuves derrière tout ça. Et donc, c'est un exemple isolé parmi d'autres, mais pour moi, c'est un exemple qui cristallise quand même l'opposition entre, d'une part, une partie du politique et les citoyens qui voient ces images et au final, qui se disent, mais comment peut-on en arriver là et comment peut-on, en tant que politique, considérer que au final, ce n'est pas si grave. Et donc là, je pense que clairement, dans certains cas, le politique n'est pas à la hauteur des situations. Quelle aide dans le travail qui est fait notamment par la Ligue des droits humains, mais aussi toute une série, toute une partie du monde associatif ou militant. Comment on ressent cette… Est-ce que le politique réagit suffisamment par rapport à cette thématique-là? Malheureusement, non. Là, je peux être clair, c'est clairement non. Je veux dire, il y a trop de situations où le politique n'agit pas du tout. Vous avez cité au tout début le nombre de situations qu'il y a eu. Même si on dit que la justice doit être indépendante du politique et voilà, il y a une séparation des pouvoirs, ils ont quand même un pouvoir réglementaire sur ces questions-là. Que ce soit le bourgmestre dans les situations individuelles au niveau de la police locale ou le politique de manière générale au niveau du fédéral avec le ministre de l'Intérieur. Mais je pense qu'ils ont trop tendance à… Et ça me pose moi souvent la question du rôle des syndicats, en tout cas d'un syndicat en particulier qui impose sa force et met pression, notamment avec des préavis de grève. Et donc là, c'est vrai que moi, ça me pose question. J'ai souvent l'impression que le politique est très frileux à réagir, alors que, comme on l'a dit, des fois, il y a des dossiers qui sont super clairs, ils sont super évidents. Ou sinon, il y a un autre problème, c'est qu'il y a un manque de communication. C'est qu'on ne communique pas assez et on ne répond pas aux questions qui sont des questions légitimes. Et là, c'est de nouveau, on a un souci. Donc, d'un côté ou de l'autre, il y a un souci. Et l'associatif interpelle assez régulièrement le politique. Et je peux citer, par exemple, sur Saint-Gilles, un collectif de mamans
qui s'est uni, qui s'est fédéré suite à de nombreuses plaintes de jeunes par rapport aux violences policières. Les mamans ont vu ce qui se passait et ont décidé de porter l'affaire devant le conseil communal à Saint-Gilles. Je pense qu'ils sont à leur 4e interpellation. Leurs demandes ne sont pas nécessairement tout le temps écoutées. Et même au début, ils ont clairement été discrédités parce que dans les collectifs, certaines mamans avaient des enfants qui étaient délinquants, comme si le fait d'avoir des enfants qui étaient délinquants vous vous rendait impur de tout commentaire propre. Et donc voilà, donc le politique pour moi ne fait pas assez son travail, tout comme la justice. J'insiste encore, vraiment, la justice n'est pas si neutre, en tout cas, sur ces questions-là, et ne donne pas assez de foi à la parole des victimes ou des personnes qui se disent victimes de violences policières illégitimes. On avait extrait une phrase qui nous avait vraiment interpellé en juin donc 2020. Pour resituer, donc c'est juste après les manifestations Black Lives Matter, donc où il y avait eu des confrontations entre certains jeunes et la police. Et le lendemain ou quelques jours après, donc le 18 juin, Peter De Crème, qui est à ce moment-là donc ministre de l'Intérieur, donc CDNV, dit à la Chambre, donc j'ouvre les guillemets, les plaintes contre la police pour violence ou racisme constituent une contre-stratégie utilisée par des groupes criminels et je n'accepterai jamais cela. Comment on peut faire une lecture d'une phrase comme celle-ci qui paraît, en tout cas pour le moins, très partiale ou partisane? Comment est-ce qu'on peut comprendre plus globalement? Donc là, on comprend bien son point de vue, mais en tout cas, on l'entend. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre ce lien entre certains politiques et la police? Le fait d'avoir parfois des propos partisans pro-police dans des situations qui sont conflictuelles ou en tout cas qui mériteraient qu'on s'interroge. Pour moi, c'est Oui, ou Khaled. pour moi, c'est vraiment, c'est même inaudible, c'est même effarant d'entendre un politicien parler de la sorte. Ça me fait penser, quand j'entends cette phrase, à ces politiques qui maintenant, aujourd'hui, disent mais on ne va pas respecter les règles et à Noël, on va aller fêter Noël en famille. Je trouve ça complètement hallucinant et contre-productif et antidémocratique même. Il y a des règles qui sont fixées, elles sont fixées pour tout le monde, elles doivent être respectées par tout le monde et le politique doit montrer l'exemple. Parce que voilà, le citoyen, il vote pour des gens qu'il estime propres à les représenter de la manière la plus neutre possible. Il ne demande pas spécialement des avantages, il demande juste un respect d'une démocratie. Et quand on entend ce genre de propos-là, on ne peut être qu'effaré. Et si je mets ma casquette de citoyen, je me dis, la personne, elle est complètement folle parce qu'elle n'a aucune connaissance du terrain. Et ça, souvent dans les discours avec certains politiques, on leur dit, mais surtout au niveau fédéral, mais venez voir ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, quand il y a eu ce collectif des mamans sur Saint-Gilles, parce que moi j'ai habité Saint-Gilles, j'étais effaré de la violence des policiers. Et donc j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais mettez-vous simplement à l'endroit, parce que voilà, généralement les jeunes sont situés au même endroit, postez-vous dans un appartement et regardez, filmez. Et vous verrez en fait la confrontation, comment elle est compliquée. Et puis vous jugerez. Mais si vous n'avez pas vu, essayez de vous abstenir de parler de thèmes que vous ne maîtrisez pas. Et donc voilà, moi ça me révulse, ça me choque même d'entendre des politiciens tenir de tels propos, parce que c'est dénigrer une partie de la population qui est victime parfois. On ne parle pas de 10 millions de personnes, mais ça fait quand même quelques victimes. Oui, moi je trouve que en tant que ministre, avec toutes les compétences et les responsabilités que ça implique, on ne peut pas formuler de tels propos et c'est effectivement une sorte de déni de démocratie de parler de la sorte. Est-ce que c'est surprenant que, pour revenir à votre question initiale, que le politique soutienne la police? Quelque part, non, parce que les deux sont intrinsèquement pour moi liés et la police constitue à la fois une source d'information de la société vis-à-vis du politique, hein, d'une part, mais aussi une forme de soutien. Je veux dire, un État a besoin, quelque part, de la police pour fonctionner. Et on le voit à l'approche des élections, qu'il s'agisse des élections communales
ou des élections fédérales législatives, les enjeux de la sécurité sont souvent sur le devant de la scène. Et si vous analysez les débats en France, un pays voisin, c'est encore beaucoup plus marqué. Et clairement, on voit que, on favorise, entre guillemets, à ce moment-là, une des politiques souvent plus sécuritaires, avec davantage de moyens pour la police, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, de donner davantage de moyens à la police, hein, c'est pas ça, mais vous montrez que le lien, à un moment donné, entre la police et le politique peut être très prégnant, et que la police va aussi, à un moment donné, pour s'assurer du soutien du politique, soutenir peut-être si certains partis qui favorisent le recours à la sécurité. Et le politique, lui, doit s'assurer aussi de certaines formes de soutien de la police en améliorant ses conditions, en octroyant certains avantages, etc. Et donc, cette imbrication fait qu'à un moment donné, à défaut d'être justifiée, cette situation est plus compréhensible en termes de posture défensive du politique, si vous voulez, vis-à-vis de l'institution policière. Alors, peut-être pour conclure ces échanges, on l'a déjà un petit peu abordé sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc, le comité P, si on revient par rapport à ce rapport-là, recommande la meilleure formation pour la gestion du stress, de la violence, des discriminations. Tu mettais en avant aussi entre guillemets la manière de gérer les rapports communautaires ou interculturels, etc. Peut-être que ça serait une piste. En gros, au niveau du politique, quelles sont les mesures à prendre pour tenter d'avancer démocratiquement sur ces questions-là? Et qu'est-ce qu'en tant que citoyen, quel pouvoir on peut avoir par rapport à ça? Comment on peut influer sur ces situations? Donc, il y a l'aspect politique d'une part et l'aspect citoyen d'autre part. Il y a énormément de choses à dire. Il y a plusieurs niveaux, hein. On a cité déjà plusieurs niveaux. On a cité quelques propositions. Il y a, je veux dire, pour le politique, mais c'est de mettre en place des outils qui permettent de quantifier la grandeur de ce phénomène-là, en listant toute une série de critères afin de déterminer quelles sont les personnes qui sont les plus contrôlées, les endroits où ils sont les plus contrôlés, pourquoi est-ce qu'elles sont contrôlées, qu'est-ce qui justifie tout ça, ça mérite d'être creusé. Il y a aussi, on l'a dit, la formation à l'interculturalité, les bodycams peuvent être aussi une possibilité. En tout cas, c'est de donner les moyens aux policiers aussi d'aller vers les citoyens et d'être plus présents de manière positive et de renouer un dialogue qui ne se déroule pas maintenant partout en tout cas, et qui crée des tensions. Et donc, je pense que voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il faut pouvoir travailler, une meilleure connaissance les uns des autres, une meilleure prise en considération des choses, une meilleure formation des policiers sur plein de choses, hein. Ce n'est pas simplement l'interculturalité, c'est aussi le cadre légal de leur intervention. Vous avez cité la gestion du stress, mais il y a encore d'autres choses. Comment est-ce qu'on parle avec un mineur? Comment on utilise la force avec un mineur, s'il faut utiliser la force? Toutes ces questions-là, en tout cas, sont importantes. Je pense que voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut mettre en avant. Et une demande que moi je ferais, c'est que vraiment la justice fasse son travail en toute neutralité et sans avoir peur des conséquences que ça pourrait avoir par rapport à soit une médiatisation d'une situation, soit par rapport à des grèves potentielles que pourraient mener les policiers ou des recours postérieurs au jugement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est de pouvoir travailler le plus sereinement possible et de montrer, de répondre aux citoyens en disant, voilà, la police est correcte, tout le monde est correct. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, on va la dénoncer et on va faire en sorte de réparer l'erreur qui a été commise, si c'est une erreur, bien sûr. Oui, moi, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, par rapport à la formation, comme vous l'évoquiez, au niveau des rapports du comité P, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a une formation théorique qui n'est pas couplée à suffisamment de pratique.
c'est vrai qu'à décharge des policiers, ils se retrouvent régulièrement dans des situations, notamment au niveau des services d'intervention, qui sont très diversifiées et où il faut pouvoir agir dans certains cas rapidement. Et je pense que les policiers aujourd'hui n'ont pas suffisamment de pratiques de terrain pour pouvoir se mettre dans des situations concrètes où vont pouvoir appréhender une palette de situations diversifiées et se dire, ben, tiens, dans tel cas, j'ai agi à l'entraînement comme ça, je n'aurais pas dû. Et par ailleurs, au niveau des formations continues, c'est aussi un des constats que relevait le comité paix. Au final, ben, on suit la formation, mais on n'est pas évalué par rapport au suivi de la formation. Et je pense que ça reste pour moi une lacune, où si au final, ben, comme si mes étudiants allaient au cours, que je ne les évalue pas, est-ce que je sais si finalement ils ont bien intégré la matière, est-ce qu'ils ont bien j'ai compris les concepts et réfléchi autour des questions qui leur ont été posées. Sans évaluation, ça, je ne peux évidemment pas le certifier. Et donc, se dire qu'aujourd'hui, on irait vers une formation, je dirais, plus approfondie des fonctionnaires de police serait certainement une bonne chose. On a une formation de base d'une année. Est-ce qu'on peut tout aborder dans le cadre d'une année par rapport justement à la diversification des fonctions de police? Clairement, je ne pense pas. Le politique devrait, je pense, soutenir, il y a des initiatives qui sont en réflexion pour le moment, cette possibilité d'étendre la durée de la formation policière pour pouvoir justement aller en profondeur dans certains champs thématiques et ne pas simplement avoir, pour certains points, il faut en être conscient, certaines lectures très cosmétiques quelque part de la situation. On ne peut pas appréhender la diversité, par exemple, culturelle en l'espace d'une journée de 8 heures, tout comme on ne peut pas traiter des questions de violence sur un volume horaire aussi restreint. Donc, je pense que ça, il y a aussi une part d'intervention du politique qui peut jouer. Au niveau on en parlait tout à l'heure, des conséquences, on peut aussi envisager d'un point de vue politique de dire à partir du moment donné où les faits sont clairement avérés en termes de violence policière, qu'il y ait des poursuites judiciaires, que la sanction, comme je le disais tout à l'heure, soit à la hauteur des faits. Récemment, on parlait encore beaucoup du durcissement des peines vis-à-vis des citoyens qui porteraient des actes de violence vis-à-vis des fonctionnaires de police, mais pourquoi pas dans l'autre sens? Si les faits sont avérés, le message pourrait être très clair et engendrerait certainement une vision peut-être moins d'impunité, comme peuvent le ressentir certains citoyens. Et en tant que citoyen, la lecture qu'on peut faire des choses, c'est de voir une police qui est peut-être moins interventionniste, en tout cas dans certaines zones, et plus ancrée vers une participation citoyenne. Et à nouveau, je pense qu'il faut dépasser le discours, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est facile finalement de parler ainsi, mais in fine, dans les faits, il faut pouvoir mettre en pratique ce type d'approche. Et je pense qu'en ayant une relation un peu plus proche et surtout de confiance de la population vis-à-vis de la police, mais inversement, on aurait certainement donc une police qui serait reconnue comme plus légitime par rapport à ces interventions et dès lors plus appréhendée de manière positive, en tout cas plus positive par les citoyens. Merci. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose par rapport à cet échange, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ou conclure sur un élément supplémentaire? Non, pas spécifiquement. Bon, pour ma part. Mais donc, je vous remercie en tout cas pour cet entretien. Donc, on a quand même pu survoler toute une série d'aspects qui sont des points de blocage ou en tout cas qui sont perçus comme problématiques, tant d'un côté que de l'autre, probablement. Donc, cette interview donc, sur les violences policières, elle est la première étape d'une réflexion plus en profondeur qu'on mènera au sein de Picardie laïque et que d'autres régionales du Centre d'action laïque mènent également en ce moment. Donc, on reviendra sans doute avec d'autres activités ou des moments d'échange, je l'espère, en présentiel avec des personnes de terrain, des personnes concernées, la police, etc. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qu'on aimerait travailler donc, sur la longueur par rapport aux situations que, même dans des villes comme Tournai,
sur des publics plus fragiles tels que les personnes en exil ou le public de rue, etc. Parfois, il y a des situations conflictuelles ou en tout cas qui posent question. Donc, c'est un besoin pour nous en tant qu'associatifs d'avancer sur ces questions-là. Je vous remercie encore et bonne continuation dans votre travail à tous les deux. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.